Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Henri Lesquin, assisté de Joël. Première partie d'émission préenregistrée le 15 mai 2014 et diffusée pour la première fois lundi 19 mai 2014 à 18h. Cette émission est diffusée en différé mardi 20 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Attention, cette première partie d'émission a été préenregistrée. Vous ne pourrez donc pas intervenir en direct, mais vos lettres seront toujours les bienvenues à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Bonsoir Marine Le Pen. Les auditeurs de Radio Courtoisie sont particulièrement heureux de vous écouter ce soir, puisque cette émission préenregistrée est diffusée le 19 mai à 18h, et ils le sont d'autant plus que nous sommes à quelques jours des européennes, des élections européennes du dimanche 25 mai 2014, et je vais leur dire, moi, Henri de Lesquin, ce que je pense de ce scrutin. Je pense que l'heure est grave et que ce scrutin est historique. Et que vous avez entre vos mains, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, si vous êtes électeurs, comme je le pense, vous avez entre vos mains le destin de la France. Car pour la première fois, les sondages permettent d'espérer que le Front National soit en tête aux élections européennes. Et si le Front National est en tête aux élections européennes, cela dépend de vous, de votre mobilisation. Eh bien, il est possible que l'histoire dira que ce 25 mai a été un tournant historique pour notre patrie. Alors, je sais que vous êtes variés, comme les patrons d'émissions de Radio Courtoisie sont variés, ils n'ont pas tous la même opinion. Mais je vous demande, moi, à titre personnel, Henri de Lesquin, je vous demande de prendre conscience de vos responsabilités. Vous êtes comme le poilu à Verdun dans la tranchée, qui se dit que le sort de la patrie est entre ses mains. Et je vous parle de Verdun, bien sûr, parce que nous célébrons la victoire de 1914-1918. Nous commémorons le début de la guerre, mais je ne voudrais pas exagérer la gravité des choses. Je pense que le sort de la France est particulièrement en cause, parce que le Front National est le seul parti qui combat le système, le seul parti qui combat sérieusement le système. Donc ne vous dispersez pas, ne dispersez pas vos voix, quelle que soit votre opinion sur le Front National. Si vous pensez qu'il faut combattre le système, eh bien n'ayez pas de doute, votez pour le Front National le dimanche 25 mai. Votez, n'égarez pas votre vote vers des petites listes qui n'ont de toute façon aucune chance d'aboutir. Le vote utile, c'est le vote Front National, c'est le seul vote qui permette de combattre le système. Alors, Marine Le Pen, je viens de dire mon sentiment sur l'importance de ce scrutin. Que pouvez-vous dire aux auditeurs de Radio Courtoisie pour leur montrer l'importance de leur vote pour les élections européennes du dimanche 25 mai ? Écoutez, moi j'ai envie de leur dire que dans le moindre petit village de France, il y a un monument aux morts avec des noms dessus. Ce sont des noms de nos aïeux qui se sont battus, qui sont morts, qui ont fait le sacrifice suprême pour que nous restions un pays libre, un pays maître de notre destinée, un pays qui ait encore le choix de défendre sa culture, de porter la civilisation dont il est issu, de défendre ses valeurs, son mode de vie, de défendre son économie, après tout, son modèle économique, sa vision de l'homme, et que tous ces sacrifices seraient perdus si nous ne faisions pas l'effort de mener un combat qui paraît dérisoire par rapport aux leurs et qui consiste à aller déposer un bulletin patriote dans l'urne le 25 mai. Parce que on se engorge souvent de démocratie, on aime en avoir plein la bouche, mais la réalité, c'est que la démocratie, on peut la perdre de deux manières. Soit parce qu'elle nous est volée et que tous les pouvoirs se retrouvent en une main totalitaire qui n'écoute plus le peuple, soit parce que, selon la technique du voleur chinois, contre notre gré ou même à notre insu, eh bien, on a transféré des pans entiers de ce qui fait notre liberté de peuple, c'est-à-dire notre souveraineté, à une structure supranationale que nous ne maîtrisons pas, que nous n'avons pas élue, que nous n'avons pas choisie et qui nous impose
des décisions qui vont à l'encontre de nos intérêts. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'Union européenne. Cette Union européenne est aujourd'hui la prison des peuples. On l'a vu d'ailleurs et on ne peut plus faire semblant de ne pas le voir depuis 2008 où la classe politique tout entière, UMP, PS, Modem, Verts, s'est alliée pour aller à l'encontre de la volonté du peuple français qui avait dit non lors du référendum de 2005. Donc c'est vrai que la France est à la croisée des chemins. Je veux dire, soit on reste un pays libre, donc sûr, donc prospère, soit nous nous abandonnons à un magma dont nous ne maîtrisons absolument plus ni les tenants ni les aboutissants. Donc moi j'ai envie de dire que je peux comprendre qu'il y a des gens qui soient dégoûtés de la politique, qui ont le sentiment d'être trahis. Ils ont entendu beaucoup de promesses. À chaque fois, les gens sont arrivés au pouvoir, ils ne les ont jamais respectées. Ils sont dégoûtés, ils se disent ça ne sert plus à rien. Moi, mon rôle, c'est de transformer les dégoûtés en combattants. Voilà, en combattant de la liberté, en combattant de la démocratie, en combattant de la France et des Français. Et si nous arrivons en tête le 25 mai prochain, alors ce sera un choc politique incroyable. Alors les dirigeants ne pourront plus appuyer sur la pédale d'accélérateur. Alors ils seront obligés d'appuyer sur la pédale de frein. Ils sont obligés d'abandonner l'intégration européenne telle qu'ils la construisent depuis des années, cette coproduction UMPS, je suis obligé de le dire, parce qu'ils ont tout voté. Et ils s'en félicitent d'ailleurs. J'avais hier un débat avec Jean-François Copé qui se félicitait. Moi, j'ai tout voté. Maastricht, le traité de Lisbonne, le traité budgétaire. Ils ont effectivement tout voté et ils défendent l'Union européenne avec une belle énergie, non pas tant parce qu'ils y croient, car ils ne peuvent que constater ses échecs, mais pour se défendre eux-mêmes, pour éviter d'avoir à porter la culpabilité historique d'avoir mis la France dans une situation aujourd'hui éminemment difficile. Marine Le Pen, ne croyez-vous pas que l'hypothèse que nous envisageons, que nous espérons, que j'espère pour ma part, où le Front National sera en tête aux élections européennes du 25 mai en France, serait plus importante encore pour la France que la question européenne stricto sensu? Est-ce que ça ne serait pas justement le début d'une dynamique, enfin pas le début, mais une nouvelle étape dans une dynamique de redressement de la France, parce que les Français comprendraient que qu'il y a un espoir. Non, mais je crois que c'est une élection historique. Voilà. Je veux dire, dans l'histoire de France, si nous arrivons en tête, ce sera incontestablement une date importante. Ce sera un tournant dans l'histoire de France. Le roman national n'est pas terminé, contrairement à ce que pensent ceux qui ont fait une croix sur la France. Parce que je dis souvent, il y a la différence entre ceux qui croient en la France et ceux qui n'y croient plus. Ceux qui vous expliquent qu'elle est trop petite, qu'elle est trop faible, qu'on n'arrivera plus jamais à rien si on ne s'accroche pas à une structure supranationale en se mettant entre les mains des experts. Moi, j'appelle les Français à venir écrire les nouvelles pages de l'histoire de France avec nous. Parce que si nous arrivons en tête, nous ne serons pas les seuls. Et c'est ça aussi qui est très important. C'est que ça n'est pas seulement un phénomène national que nous vivons. C'est un phénomène de toutes les nations d'Europe, de tous les peuples d'Europe qui reprennent leur liberté, qui se lèvent, qui se révoltent contre ce qui est en train de leur être imposé. Si le UKIP arrive en tête en Grande-Bretagne, si le FPO arrive en tête en Autriche, si le PVV arrive en tête aux Pays-Bas, si le Front National arrive en tête en France, alors ce sera une nouvelle page non seulement de l'histoire de la France, mais de l'histoire de l'Europe, parce que ce sera le grand retour de l'Europe des nations. Et je ne peux pas imaginer qu'on puisse rester sur le bord de cette page historique que nous sommes en train d'écrire aujourd'hui. Nicolas Bay, vous êtes candidat avec Marine Le Pen dans la grande région nord et ouest, c'est cela C'est ça, nord-ouest. Que pensez-vous donc de cette occasion historique qui est donnée aux Français et aux électeurs de Radio Courtoisie en particulier de mettre en tête le Front National et donc peut-être pour la première fois de faire comprendre qu'un basculement est possible, que le système n'a pas forcément gagné? Ce qui est sûr, c'est que ça provoquerait un bousculement un peu irréversible du système. À l'échelle européenne, bien sûr, Marine Le Pen vient d'en parler, mais également au niveau national, où si le Front National arrive en tête le 25 mai, concrètement, il est le premier parti politique de France. Il a aujourd'hui, à l'issue des élections municipales de cette année, un maillage local, un ancrage local qu'il n'avait pas jusqu'à présent. Donc il aurait beaucoup d'atouts pour accéder aux responsabilités dans notre pays dans les années qui viennent. Alors que répondez-vous, Marine Le Pen, Nicolas Bay, à l'objection évidente des électeurs qui vous disent moi j'adore Marine Le Pen, je voterai pour elle à la présidentielle,
Mais moi, je suis contre l'Europe. Ils veulent dire contre l'Union européenne, bien sûr. Et donc, je ne veux pas me déplacer pour les élections européennes. Qu'est-ce qu'il faut leur dire ? C'est pour ça que j'insistais, pour ma part, sur la dimension nationale de ce vote, qui ne se réduit pas seulement à la question européenne. Écoutez, on n'a pas le droit de rester au bord de la route. Je veux dire, quand on peut gagner une bataille aussi fondamentale pour la France, c'est même pas possible, c'est pas envisageable. Je veux dire, moi, je comprends cette démarche consistant à dire, je suis contre l'Union européenne, je vais pas voter. Mais c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Parce que si on ne va pas voter, alors ce sont les Européens qui vont gagner. Alors, ils vont nous puiser les derniers pans de souveraineté qui nous reste et transformer le peuple français en un peuple esclave, c'est-à-dire un peuple qui ne peut plus disposer de son avenir, qui ne peut plus décider de son budget, de sa monnaie, de sa politique économique, de la défense de son identité, de sa politique d'immigration. Je veux dire, c'est presque un abandon de poste que de ne pas aller le 25 mai. C'est presque une trahison. On est à un moment historique où votre pays a besoin de vous. Voilà. Il vous donne beaucoup, il vous a beaucoup donné un héritage, une culture, une civilisation, l'intelligence de votre peuple, une histoire extraordinaire. Il y a des moments où il vient vous réclamer votre soutien. Eh bien, ce moment est arrivé. La France a besoin de votre soutien. Et si vous lui manquez, eh bien, je crois que vous ne vous le pardonnerez jamais. Le message est clair, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie. Faites votre devoir, allez voter, mobilisez-vous, ne vous abstenez pas et faites voter autour de vous. Et bien entendu, votez avec plaisir pour la charmante candidate du Front National qui est Marine Le Pen. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Henri de Lesquen, assisté de Frédéric Morgan et de Joël, qui reçoit Marine Le Pen et Nicolas Bay pour un entretien politique du lundi soir. Alors, Marine Le Pen, Nicolas Bay, le Figaro du 15 mai 2014, ce matin, puisque nous faisons le préenregistrement ce jour-là, titre sur l'Europe désarmée face à l'afflux de clandestins, c'est-à-dire des immigrés illégaux. L'Europe désarmée face à l'afflux de clandestins, des immigrés illégaux. Et j'ai relevé dans Le Monde daté du 14 mai 2014 que la commissaire européenne aux affaires intérieures, la suédoise Cecilia Malmström, estime qu'il faut relancer l'immigration à cause de la démographie européenne, à cause du fait que les Européens n'ont pas assez d'enfants. Alors, Madame Malmström nous propose un maelstrom d'immigration, je suppose. Qu'en pensez-vous ? C'est ça, mais ça fait longtemps que l'Union européenne veut nous imposer. Ils avaient même envisagé un chiffre de 50 millions d'étrangers qui devaient arriver dans les 40 prochaines années. Ils n'ont aucune notion de ce qu'est un peuple, de ce qu'est une nation, de ce qu'est une histoire. Ça ne les intéresse pas. L'Union européenne a une vision purement commerciale des choses. Par conséquent, il faut faire venir de l'immigration pour pouvoir représenter cette espèce d'armée de réserve, de travailleurs à bas coût, dont, dans leur esprit, a besoin les grandes entreprises multinationales qui sont là pour essayer de faire un profit maximum. Donc, ils défendent des intérêts qui sont juste contradictoires avec les nôtres. Nous sommes évidemment totalement opposés à cela, d'abord parce que nous n'envisageons pas l'Union européenne comme un espace indistinct. Moi, je suis là pour défendre la France et les Français, désolé de le dire. J'ai beaucoup de respect, d'admiration parfois et de fraternité avec les autres peuples d'Europe, mais je considère qu'il n'y a pas de citoyens européens, il n'y a pas de citoyenneté européenne. Le peuple européen n'existe pas. Il y a un peuple français. Le meilleur moyen de régler le problème de la démographie, c'est de faire une politique nataliste, ce que évidemment nous avons refusé de faire. Et moi, je me refuse à obéir aux injonctions de commissaires européens dont l'objectif est de remplacer en réalité les peuples européens. Ce qui leur importe, c'est d'avoir encore une fois de la main-d'œuvre à bas coût. Ils se moquent totalement du reste. Et l'Union européenne est fondée sur une politique ultralibérale, c'est-à-dire le totalitarisme du tout commerce, vous voyez, c'est-à-dire que la loi du commerce qui écrase tout sur son passage, les lois, les constitutions, les traditions, les mœurs, les modes de vie, les valeurs, la civilisation, ils ont donc vocation à faire de nous, c'est ça leur objectif, des déracinés, des gens qui n'ont plus aucune attache, ni familiale, ni nationale. Par conséquent, ils sont dans leur logique, mais cette logique est mortifère pour nous qui sommes attachés à la nation et au peuple.
Et donc, il faut évidemment s'y opposer. Maintenant, sur les chiffres de l'immigration, permettez-moi de vous rappeler que j'ai débattu hier soir avec M. Copé, quand je lui ai donné ces chiffres qui sont les chiffres de Frontex, de 48% d'augmentation des clandestins dans l'Union européenne. Il m'a répondu avec le plus grand mépris, « Ha, ce sont les chiffres du Front National. » Non, ce sont les chiffres d'une agence qui est chargée de la protection des frontières de l'Union européenne. Donc je vous rappelle que ces chiffres-là, ce sont les chiffres de ceux qui ont été détectés. Car il y a aussi tous ceux qui ne rentrent pas sur les radars des calculs statistiques et dont on peut imaginer qu'ils sont au moins aussi importants. Et quand on parle d'immigrés clandestins au sens strict, ça veut dire qu'ils ne sont pas détectés. Oui, mais le problème, si vous voulez, c'est que ces chiffres nous apprennent quoi? Ce que nous disons depuis bien longtemps et ce que j'avais dit en rentrant de Lampedusa, parce que moi j'y suis allé à Lampedusa il y a maintenant 3 ans et j'ai demandé, j'ai dit mais où vont-ils? Ils m'ont dit mais ils vont en France, madame. Or les chiffres démontrent que la France est la première destination des clandestins qui entrent en Europe. 26% d'augmentation des séjours illégaux en France. 30% des faux visas sont des faux visas français. 10% des faux passeports détectés sont des faux passeports français. Et le ministre de l'Intérieur italien nous dit il y a 600 000 clandestins qui attendent sur les rives de Libye pour prendre un bateau au risque de leur vie pour pouvoir rejoindre l'Union européenne. Alors, est-ce que la situation était meilleure du temps de l'UMP et de M. Sarkozy? Absolument pas. Absolument pas. La réalité, c'est que depuis Nicolas Sarkozy, par une politique étrangère qui a été une erreur majeure, une faute géopolitique terrible, est allé intervenir en Libye. Il a donc déstabilisé la Libye. Il a contribué à mettre en place en Libye un gouvernement de fondamentalistes islamistes qui passent leur vie d'ailleurs à faire de l'épuration ethnique et religieuse. Ce pays n'est plus tenu. Les frontières ne sont donc plus tenues. Et donc l'afflux de clandestins qui viennent aussi, si vous voulez, des conséquences de la déstabilisation de la Libye et de la Syrie n'a fait que s'accélérer. Mais je rappelle que sous Nicolas Sarkozy, 200 000 entrées légales par an, probablement à peu près autant de clandestins et surtout aucune modification de la politique d'immigration. Permettez-moi de rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie Marine Le Pen que M. Sarkozy, donc, qui pendant 10 ans a présidé ou a dirigé la politique de l'immigration en France, a fait entrer, vous venez de le dire, 200 000 immigrés légalement, sans compter les illégaux, et que c'était plus qu'à l'époque de Jospin. Avant 2002, c'était 150 000 du temps de Jospin, 150 000 par an. Il a augmenté l'immigration, en disant d'ailleurs que l'immigration, c'était bien, qu'il était contre l'immigration zéro. Alors il n'a pas dit que c'était une chance pour la France, mais pratiquement la même chose. Donc effectivement... Ce qui est terrible, c'est qu'en plus, si vous voulez, ils n'ont absolument rien fait pour mettre en place une politique dissuasive d'immigration. Parce qu'il y a 2 conditions pour régler le problème de l'immigration. Il faut maîtriser ses frontières, ça c'est une certitude, mais il faut aussi mettre en place une politique dissuasive. C'est-à-dire qu'il faut couper toutes les pompes aspirantes. Si vous laissez en place le droit du sol, l'aide médicale d'État, le logement quasiment prioritaire maintenant pour les demandeurs d'asile ou pour les Roms, etc., les aides sociales diverses et variées, la scolarisation gratuite pour les enfants, par définition, si vous voulez, l'attractivité est telle qu'elle est irrépressible pour des clandestins qui viennent, il faut bien le dire, souvent de pays qui sont des pays pauvres. Et en cela, je crois que l'UMP a une responsabilité historique à l'égard de la France, car le phénomène d'immigration, à la différence peut-être du phénomène économique, on peut tomber très bas en économie, mais il y a un aspect réversible. Le problème de l'immigration, quand on fabrique des Français à tour de bras, c'est qu'il y a un aspect irréversible. Alors, vous avez parlé, Marine Le Pen, de la loi du commerce qui s'imposait à la politique, et à la politique française en particulier, enfin je résume. J'aimerais que Frédéric Morgan vous interroge à ce sujet sur le traité transatlantique. Frédéric Morgan. Oui, merci. Tout à fait. C'est-à-dire que je lisais dans Le Parisien, en date du 15 mai, que les Français s'intéressaient de plus en plus au traité transatlantique de libre-échange qui est en ce moment négocié à échelle européenne et qui a été négocié sans l'aval des peuples européens. Donc j'aurais aimé savoir quelle était votre position sur le sujet. Attendez, rappelez quel est le titre du Parisien, il me semble que c'est intéressant. Le titre, c'est « Europe, l'Amérique veut imposer sa loi ». Alors est-ce que vous pensez, vous êtes d'accord, Marine Le Pen, avec ce titre du Parisien, bizarre de la part du Parisien, « Europe, l'Amérique veut imposer sa loi » à propos du traité de libre-échange transatlantique qui est en négociation. Je voudrais quand même refaire une toute petite référence historique. Je rappelle quand même aux auditeurs
que quand ils ont construit l'Union européenne, quand ils ont mis en place l'euro, quelle était l'explication donnée? L'explication, c'était de dire « Oh, vous allez voir, nous allons construire une Europe puissance, une grande puissance économique pour faire face aux États-Unis. » Et aujourd'hui, on vient nous dire, bon, alors pour finir, c'est complètement oublié tout ça, on va faire un grand marché unique avec les États-Unis, dans le cadre d'un mandat de négociation qui est absolument secret. Il faut que vous sachiez et que vos auditeurs sachent que ce mandat de négociation n'est consultable que dans les ambassades américaines en Europe. Vous ne le trouverez nulle part ailleurs. On ne peut pas le photocopier, on ne peut pas le photographier, on ne vous en donnera pas d'exemplaires. Et ce qui est très inquiétant, c'est que lors de son récent voyage aux États-Unis, François Hollande a indiqué qu'il souhaitait une accélération des négociations. L'UMP est également pour, c'est ce que m'a dit M. Copé hier soir, qu'il était pour cet accord de libre-échange. Que va-t-il se passer? Eh bien, nous allons abaisser ou supprimer les droits de douane entre les États-Unis et l'Union européenne et la France. Ils sont déjà très faibles. Ils sont assez faibles, oui, enfin, ils sont quand même de 14%. Dans certains cas, pas partout. Oui, c'est vrai, mais notre agriculture n'y survivra pas. Il faut en tout cas le savoir, car l'agriculture américaine est une agriculture intensive. Ce sont des exploitations qui sont gigantesques, face auxquelles nous ne pouvons pas être compétitifs, d'autant plus qu'évidemment les coûts de production aux États-Unis sont bien plus bas que ceux qui existent en France et qu'il n'existe pas un niveau de normes sociales, environnementales et de sécurité alimentaire correspondant au nôtre. Donc c'est l'effondrement de l'agriculture qui est ainsi prévisible, sans compter qu'il existe un mécanisme de règlement des différends entre les États et les multinationales par recours à des arbitrages, des tribunaux d'arbitrage privés. Donc ça veut dire Monsanto va pouvoir venir traîner l'État français. C'est la grande entreprise américaine qui fabrique des semences voilà, OGM. Par exemple, donc va pouvoir venir traîner l'État français devant un tribunal parce que l'État français aura décidé de prendre une norme de protection de la sécurité alimentaire de ses citoyens. Alors ils ont raison de dire bienvenue le bœuf aux hormones, bienvenue le poulet lavé à l'eau de Javel, parce que c'est la réalité. Mais si vous voulez, au-delà de ça... Très efficace l'eau de Javel pour nettoyer les poulets. Oui, alors là, c'est redoutablement efficace. Mais au-delà de ça, si vous voulez, c'est un choix de société. L'exigence, le niveau d'exigence des normes que nous avons dans notre sécurité alimentaire, c'est un choix de société. On ne peut pas se faire imposer par cette loi du commerce une modification radicale des choix de société que nous avons faits. Mais c'est pas tout, parce qu'ils vont aussi ouvrir le plus possible les services publics à la concurrence et ouvrir les marchés publics à la concurrence. Et le sous-sol, Marine Le Pen. C'est-à-dire que les entreprises américaines auront librement accès au sous-sol français. Voilà. Alors voilà, bon bah écoutez, cet accord de libre-échange, il est fait au bénéfice des États-Unis, évidemment pas au bénéfice de la France. Il faut donc s'y opposer, mais on se rend compte une fois de plus que dans le cadre de ce qui correspond à une véritable trahison des intérêts du peuple français, et l'UMP et le PS sont à nouveau main dans la main pour soutenir ce traité transatlantique. Mais Marine Le Pen, en vous écoutant, les auditeurs de Radio Courtoisie comprennent à quel point ces élections européennes sont importantes. Mais alors pourquoi ce silence assourdissant qui a régné sur le sujet si longtemps? Nous sommes à quelques jours des élections européennes et on en a très peu parlé. Est-ce qu'on a voulu étouffer le débat? Évidemment, parce qu'un bulletin qui n'est pas mis dans l'urne, c'est une demi-voix pour l'UMP et une demi-voix pour le PS. On le sait, l'abstention bénéficie au système. Parce que ceux qui sont... il faut absolument détourner ceux qui sont mécontents des urnes. Car si tous ceux qui sont mécontents vont voter, alors c'est un tsunami qui va bousculer le système le 25 mai prochain. Et ça, ils ne le veulent pas. Pourquoi croyez-vous que le président François Hollande lance cette réforme, ce débat sur la réforme territoriale et fait des consultations de chefs de parti une semaine avant l'élection? Il vous a consulté, paraît-il. Oui, non, enfin, je vais voir vendredi. Je vais lui dire ce que j'en pense. Mais très honnêtement... Vendredi, d'abord, je lui dirais, ça pouvait pas attendre une semaine. Alors, vendredi, c'est-à-dire quand vous entendrez cette émission, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, c'est-à-dire le 29 mai, Marine Le Pen aura vu 3 jours avant le président Hollande. Donc, ça pouvait pas attendre une semaine.
C'était aussi urgent que ça mérite d'être organisé une semaine avant l'élection européenne. Bien sûr que non. Tout ça, ça a vocation à détourner les Français de ce scrutin parce que le système a très peur, peut-être pour la première fois depuis bien longtemps. Il a très peur et il cherche à pousser à l'abstention. D'ailleurs, regardez sur les plateaux de télévision, c'est étonnant, de radio, vous entendez des journalistes, des éditorialistes qui, de manière pseudo-naïve, disent « mais on comprend pas bien quel est l'intérêt quand on est contre l'Union européenne d'aller voter, etc. » Voilà. C'est quasiment une incitation à l'abstention. Une incitation à l'abstention. Donc, je veux dire, je pense qu'il y a une autre explication pour ce traité transatlantique également. C'est que il faut, pour les États-Unis, absolument arrimer définitivement l'Union européenne au bloc américain. Elle l'est déjà bien, Marine Le Pen. Oui, elle l'est déjà beaucoup par ses dirigeants. Franchement. Non, mais par ses dirigeants. Mais il faut l'arrimer définitivement, et notamment sur le plan économique. Et c'est la raison pour laquelle les États-Unis ont proposé cet accord de libre-échange. Parce que le jour où il sera signé, alors l'Union européenne ne pourra plus, en quelque sorte, s'arracher à la sphère d'influence des États-Unis. Or, les États-Unis n'ont qu'une inquiétude, c'est que les peuples reprennent le pouvoir et que nous mettions en place un monde multipolaire, c'est-à-dire un monde où nous ne serions pas soumis à l'influence américaine, ni par l'intermédiaire de l'OTAN, ni par l'intermédiaire de l'économie, où nous puissions traiter les États-Unis comme une nation libre, de nation libre à nation libre, de la même manière que nous pourrions traiter la Russie de nation libre à nation libre. Mais ça, les États-Unis ne le veulent pas, car ils n'ont eu de cesse depuis 20 ans que d'essayer d'affaiblir et de mettre la main sur l'Union européenne. On voit l'influence qu'ils ont sur le plan diplomatique. C'est incroyable. Je veux dire, les injonctions en provenance de Washington sont immédiatement suivies des faits, le doigt sur la couture du pantalon par les capitales européennes qui n'ont même plus leur mot à dire sur le plan de la diplomatie ou des choix géostratégiques. Mais semble-t-il, ça n'est pas suffisant encore à leurs yeux. Pensez-vous à l'Ukraine en disant cela, Marine Le Pen, et quelle est votre position sur l'attitude des pays de l'Union européenne et de l'Union européenne elle-même à l'égard de la crise ukrainienne ? Bon, Est-ce que vous considérez que Vladimir Poutine est le grand Satan Non, je pense que cette guerre froide qui est menée à l'égard de la Russie, sur injonction d'ailleurs des États-Unis, et auquel les capitales européennes, pas toutes quand même, car l'Allemagne est assez réticente à rompre ses liens avec la Russie et à mener cette guerre froide, beaucoup plus que ne l'est la France, qui est très soumise, et c'était vrai sous Nicolas Sarkozy, et c'est vrai encore sous François Hollande, à la diplomatie américaine. Je pense que cette guerre froide est une stupidité absolue, qu'elle, encore une fois, répond aux intérêts des États-Unis, absolument pas aux intérêts de l'Union européenne, et encore moins peut-être aux intérêts de la France. En Ukraine, l'Union européenne a une part de responsabilité assez lourde dans la situation ukrainienne, car la réalité, c'est que l'Union européenne a dit à l'Ukraine soit c'est l'accord de partenariat avec l'Union européenne, soit c'est les accords commerciaux avec la Russie. Mais c'est ou l'un ou l'autre. Or, il devait savoir, et il savait très bien, que l'Ukraine est divisée. Elle est divisée parce qu'elle a une partie de la population qui regarde historiquement vers l'Ouest et une autre qui regarde historiquement vers l'Est. Chacun, d'ailleurs, a le droit de le faire. Mais en faisant cela, ils savaient qu'ils allaient créer une situation de division et de conflit. Il n'y a rien de plus facile que de mettre le feu à la mèche d'une guerre civile dans une circonstance telle que celle-là. C'est ce qu'a fait l'Union européenne à tout risque. Et aujourd'hui, évidemment, l'Ukraine paye quand même les conséquences de ces apprentis sorciers qui, peut-être pour des raisons électoralistes, si on cru bon de pouvoir venir dire, regardez, tous ces manifestants qui rêvent de rentrer dans l'Union européenne, juste au moment où il y a les élections, ça prouve qu'on est très puissant, très important, très performant. Non, ça ne prouvait rien de tout cela, parce qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent aussi en sortir de cette Union européenne. Mais c'était un moyen de communication. Et on a mis en cause l'unité d'un pays. On a jeté un peuple l'un contre l'autre, dans une guerre qui est une guerre aujourd'hui presque une guerre fratricide, presque une guerre civile, fratricide, pour purement des raisons de communication.
Est-ce que vous avez une critique à faire sur la manière dont le dossier Alstom est conduit, puisque vous parlez de l'impérialisme américain, mais avant même ce traité transatlantique en cours de négociation, en supposant que la négociation aille au bout, on voit déjà que General Electric, la grande compagnie américaine, est en train de racheter Alstom et que ce fleuron de l'économie française risque de partir dans des mains américaines. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que moi, je ne fais pas d'anti-américanisme primaire. Je le dis très clairement parce que je considère que les États-Unis défendent les intérêts des États-Unis. Et je ne vois pas pourquoi je leur reprocherais de le faire. De la même manière que je ne fais pas de germanophobie parce que je considère que l'Allemagne défend les intérêts de l'Allemagne et je trouve ça tout à fait légitime. Ce que je reproche, c'est que la France ne soit pas capable de défendre les intérêts de la France. Je vais vous donner un exemple parce qu'il y a quand même des antécédents dans ces interventions américaines. Quand General Motors a pris 7% de Peugeot, ils ont immédiatement imposé à Peugeot de rompre les relations commerciales avec l'Iran. Catastrophe. Deuxième marché de PSA. Catastrophe, excusez-moi Marine Le Pen, mais j'avais été en 2005 en Iran et toutes les voitures étaient des Peugeot. Oui. Alors c'était un marché qui s'est fermé pour nous. Oui, c'était le deuxième marché mondial de Peugeot et une des grandes raisons des très graves difficultés financières de PSA, c'est justement la fermeture de ce marché iranien sur ordre des Américains. Moyennant quoi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Maintenant que nous avons perdu toutes les parts de marché en Iran, eh bien, pas de problème. Les États-Unis sont arrivés massivement avec leurs entreprises, se serrant la main avec le nouveau gouvernement iranien, et ce sont toutes les entreprises américaines qui sont en train de rafler les marchés en Iran. Bon, donc dans l'affaire Alstom, que General Electric cherche à acheter Alstom, c'est l'intérêt des États-Unis. Mais quel est l'intérêt de la France ? L'intérêt de la France est évidemment qu'Alstom reste français. Car c'est une entreprise stratégique, c'est une entreprise essentielle pour notre indépendance, c'est aussi 18 000 emplois directs quand même, ça n'est pas tout à fait rien. Et on voit arriver M. Montebourg nous expliquer à une semaine des élections européennes qu'il vient de faire passer un décret de patriotisme économique. Alors, vous n'êtes pas contre le patriotisme économique, non, mais Marine attendez, Le Pen. D'abord ce décret sera retoqué par l'Union européenne après les élections européennes, d'ailleurs ça n'a pas manqué. Quelques heures après, Bruxelles commençait à tenser et à menacer en disant attention, du protectionnisme. Pas de protectionnisme. Bon, donc M. Montebourg le savait pertinemment. Ça, c'est un faux bras de fer dont le but est d'essayer de récupérer quelques électeurs socialistes, si tant est qu'il en reste encore. Bon, mais est-ce vraiment du patriotisme économique que de rejeter les Américains pour se livrer aux Allemands? Ça, c'est pas du patriotisme économique. Tomber de ça. Caraïbes dans Scylla. Voilà, le patriotisme économique, c'est de refuser toute prise en main du capital par une entreprise étrangère, parce que l'on doit dépendre ni des États-Unis, ni de l'Allemagne. Or, manifestement, M. Montebourg met en œuvre ce décret pour pouvoir livrer Alstom à Siemens. Donc, on voit bien qu'ils n'ont absolument aucune conscience de ce qu'est l'intérêt de la France, aucune conscience de ce qu'est l'indépendance nécessaire de notre pays, aucune conscience de ce que doit être un État stratège, et encore moins de conscience de ce qu'est un véritable patriotisme économique. Alors, pourquoi Marine Le Pen, le Front National qui tient ces propos de célébrité publique, est-il en contradiction avec les élites politiques, financières, économiques du pays qui semblent préférer les États-Unis, qui semblent préférer l'Europe, qui semblent préférer Mais parce qu'ils n'ont plus une notion le monde à ce que vous dites. Mais parce qu'ils ont une vision commerciale de tout, ils n'ont plus de vision du patriotisme. Ils ont fait une croix sur la nation et sur la patrie. Pour eux, c'est un concept dépassé. Quand je vous dis que la différence aujourd'hui n'est pas entre la gauche et la droite, ça n'a plus aucun sens. La différence entre ceux qui croient en la France et ceux qui n'y croient plus, qui pensent que les frontières c'est dépassé, que la nation c'est ringard, que l'avenir c'est le mondialisme et que l'étape vers ce gouvernement mondial qui sera géré exclusivement par les lois du marché, eh bien cette étape elle passe par la structure supranationale que représente l'Union européenne. Ils n'ont plus aucune notion de ce qu'est être français, de ce que doit représenter la France, de ce qu'est même le terme d'indépendance. Pour eux, la défense c'est celle des multinationales,
multinationales, c'est la défense des banques, c'est la défense des grandes institutions financières. Et permettez-moi, écoutez, prenons un exemple, regardons la Grèce. Ils nous disent on a sauvé la Grèce. Bon, ils l'ont pas sauvé la première fois, ils l'ont pas sauvé la dernière fois. Mais c'est pas la Grèce qu'ils veulent sauver. Ça n'est pas le peuple grec qu'ils veulent sauver. Ce sont les banques, et notamment les banques allemandes et les banques françaises, et un peu les banques italiennes, qui sont engagées dans un niveau de risque important en Grèce. Ils préparent un 3e plan de sauvetage de la Grèce. Mais 98% de l'argent qui sera versé ira aux banques, pas du tout au peuple grec. Et le FMI va même prêter de l'argent à la Grèce pour rembourser le FMI. Bon, pendant ce temps-là, 30% de chômage des Grecs, 60% de chômage des jeunes, 50% d'augmentation de la mortalité infantile. Mais je veux dire, depuis le Moyen-Âge, on n'a pas vu ça. Dites-vous quand même qu'en Grèce aujourd'hui, lorsqu'une jeune femme va accoucher, pour récupérer son bébé, il faut qu'elle donne le chèque de versement du montant de son accouchement. Sinon, elle ne récupère pas le bébé, il le garde. Voilà le progrès version Union européenne. Voilà ce que nos dirigeants considèrent comme étant une situation normale. Voilà, somme toute, le résultat de leur politique. Alors, à ces élections européennes du 25 mai, Marine Le Pen, est-ce que le Front National, le Rassemblement Bleu Marine, est le seul à tenir ce langage de vérité? Est-ce que vous avez des concurrents que vous regardez avec respect? Philippe de Villiers n'est plus candidat cette fois-ci aux élections européennes. Est-ce qu'il y a des gens qui vous paraissent dignes d'estime? Philippe de Villiers n'est plus candidat. Nicolas Dupont-Aignan peut-être? Philippe de Villiers n'est plus candidat, mais il vient d'exprimer son soutien à Aymeric Choprade, qui est le candidat du Front National et Rassemblement Bleu Marine en Île-de-France. Excellent. Je trouve que c'est très honorable de sa part et permettez-moi de profiter de votre antenne pour l'en remercier. Nicolas Dupont-Aignan tient exactement le même discours que le nôtre. Pas en matière d'immigration, il ne dit rien sur l'immigration. Sauf en matière d'immigration. C'est quand même une grande différence. Parce qu'il a un peu une soumission au politiquement correct. Il participe d'ailleurs, enfin en tout cas il participe de la diabolisation du Front National dont tout le monde sait aujourd'hui qu'elle est profondément injuste. Et ça, voyez-vous... Est-ce qu'elle n'est pas derrière nous, cette diabolisation? Oui, non mais d'accord, mais il n'en demeure pas moins que c'est pas correct de sa part. Voyez, parce que quand on est un patriote, eh bien, on ne se permet pas, d'utiliser les moyens des adversaires de la nation pour décrédibiliser un mouvement politique qui est un mouvement politique honorable, qui est le Front National, qui s'est battu dans des conditions extrêmement difficiles. Moi, je pense que c'est révélateur quand même qu'il n'est pas si hors système qu'il voudrait bien le dire. Marine Le Vous Pen, écoutez Radio Courtoisie. Marine Le Pen, Nicolas Bay, je pense justement qu'une raison supplémentaire de voter pour vous aux élections européennes pour faire en sorte que vous soyez en tête, que votre parti, le Front National, que vos listes soient en tête, c'est d'en finir avec la diabolisation. Alors on pourra toujours évidemment vous attaquer et vous calomnier, mais si vous êtes le premier parti, on ne pourra plus vous traiter d'extrémiste raisonnablement. Ça serait qualifié 25% des Français peut-être d'extrémistes, ce qui fait quand même beaucoup d'extrémistes. Ouais, mais je crois que c'est déjà, terminé. On voit bien que le système tire ses dernières cartouches. Oh là là, je touche du bois. Heureusement, Marine Le Pen, que la table du studio de Radio Courtoisie est en bois. En usant d'une caricature, non mais je veux dire en usant de la caricature traditionnelle, on voit bien qu'ils sont à bout d'arguments, même pour la défense de l'Union européenne d'ailleurs. Parce que quand ils ont dit 60 fois l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est la paix, le problème c'est que répéter 60 fois une incantation, ça en fait pas une réalité ni une vérité, ça en fait juste une incantation répétée 60 fois. Bon. Alors, n'y a-t-il pas, Marine Le Pen, à l'UMP, puisque vous dites l'UMP et le PS c'est la même chose bien sûr, l'UMPS, mais n'y a-t-il pas à l'UMP des gens qui se distinguent? Henri Guénaud a dit qu'il ne voterait pas pour la Massour aux élections européennes dans l'Île-de-France, qui est la tête de liste dans l'Île-de-France pour l'UMP. Il s'est fait tancer par Alain Juppé. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des gens meilleurs ou moins mauvais que les autres à l'UMP? Incontestablement, ça en fait une personnalité à part. Je veux dire, le courage qu'a eu Henri Guénaud de dire je ne voterai pas, d'aller au bout. Il n'a pas dit qu'il voterait pour Aymeric Choprade et le Front National. Non, mais je veux dire, il y a encore une étape à franchir. Non, mais je veux dire, presque on ne lui demande pas. Mais le simple fait de dire déjà qu'il ne votera pas
UMP parce qu'il est en désaccord radicalement avec la position de l'UMP sur l'Union européenne, je trouve que c'est déjà tout de même un acte de courage. Tardif. Oui, tardif, mais mieux vaut tard que jamais. assez rare peut-être, pour tout de même le souligner. Vous voyez que je ne suis pas sectaire, mais ce qui est très intéressant surtout, c'est la réaction de l'UMP. C'est-à-dire cette volonté exprimée par M. Juppé, mais aussi par M. Copé, de lui montrer la porte. Mais la question, c'est lui montrer la porte à lui et à tous les adhérents de l'UMP qui sont d'accord avec M. Guénaud, car moi je crois qu'ils sont très nombreux, les électeurs de l'UMP, qui sont en désaccord avec l'euro-béatitude de l'UMP. Ils voteront pour le Front Eh National. bien, j'espère qu'ils le feront. Je vais vous dire, j'espère qu'ils auront la liberté d'esprit de M. Guénaud et qu'ils ne voteront pas pour l'UMP, c'est-à-dire pour des idées radicalement différentes des leurs. Nicolas Bay, que pensez-vous de cette attitude des électeurs de l'UMP qui pourraient être tentés, en écoutant M. Guénaud peut-être, de voter pour le Front National aux élections européennes du 25 mai? Je crois que ce serait cohérent pour les électeurs de l'UMP ou anciennement de l'UMP qui sont des patriotes et qui sont attachés à la souveraineté de la France. Mais surtout, je crois qu'en effet, c'est le message qu'a délivré messieurs Juppé et Copé est un message très clair. C'est de dire aux patriotes, à ceux qui sont attachés à la souveraineté, qu'ils n'ont pas leur place à l'UMP. C'est un message de rupture extrêmement clair, de soumission absolue à l'Union européenne et à la logique supranationale. Et ils ont indiqué clairement à une bonne partie, et peut-être une partie majoritaire de leurs électeurs, qu'ils n'avaient plus leur place à l'UMP. Voilà, je crois qu'on n'a même pas besoin, nous, de le dire. À la limite, c'est les électeurs de l'UMP qui doivent eux-mêmes en tirer les conséquences. Vous savez, je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs de l'UMP qui se rendent compte, en réalité. Hein. Ils se rendent compte qu'ils ont été menés par le bout du nez. Parce que qu'est-ce qu'ils ont découvert à l'occasion de cette élection, de cette campagne européenne? Ils ont découvert que dans les statuts du Parti populaire européen, qui est le parti dans lequel siège l'UMP, l'article 3 évoque la promotion du processus d'unification et d'intégration fédérale en Europe. Ils se sont rendus compte que le secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyet, était le secrétaire d'État aux affaires européennes sous Nicolas Sarkozy. Ça veut dire que la même équipe qui s'occupe de l'Europe sous Nicolas Sarkozy s'occupe aussi de l'Europe sous François Hollande. Bon, ils ont probablement oublié, et nous sommes là pour leur rappeler, qu'en 2005, le Conseil national de l'UMP avait voté la Constitution européenne à 90,8% du Conseil national. Bon. Et puis, pour les plus anciens d'entre eux, eh bien, je les appelle à relire l'appel de Cochin rédigé par Marie-France Garot. Car il est d'une actualité 1979. Incroyable. Je vous en lis au moins une phrase, mais l'intégralité mérite d'être relue. Il est de fait que cette communauté, en dehors d'une politique agricole commune, d'ailleurs menacée, on est en 119, tend à n'être aujourd'hui guère plus qu'une zone de libre-échange favorable peut-être aux intérêts étrangers les plus puissants, mais qui voue au démantèlement des pans entiers de notre industrie, laissée sans protection contre des concurrences inégales, sauvages, ou qui se gardent de nous accorder la réciprocité. On ne saurait demander aux Français de souscrire ainsi à leur asservissement économique, au marasme et au chômage. Voilà, c'est d'une actualité incroyable, et ça a été, la ligne quand même d'une partie de ceux qui aujourd'hui sont à l'UMP et ont été totalement trahis. Alors, j'insiste sur ce point, Marine Le Pen. J'avais relevé dans un article de Paris Match du 17 mars 2011 une phrase qui doit, ça n'était pas dit mais c'était sous-entendu, venir de Patrick Buisson, le conseiller politique de Sarkozy à l'époque, que je cite. « Les études élyséennes sont claires. La réserve des voix pour Sarkozy à l'UMP serait chez les électeurs de la droite populiste, autrement dit le Front National. Une partie de l'électorat se baladerait désormais dans une figure géométrique à trois angles, Sarkozy, Le Pen, l'abstention. Donc l'UMP, le Front National, l'abstention. Donc si c'est vrai, qu'est-ce que vous avez à dire de plus aux électeurs de l'UMP? Non, pas ça, aux électeurs qui sont dans cet ensemble de 30% des voix, peut-être qui hésitent entre l'abstention, le Front National, l'UMP, et notamment pour les prochaines élections européennes du 25 mai, et notamment les auditeurs de Radio Courtoisie.
Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour dire ne votez pas pour l'UMP, votez pour le Front National? Bah écoutez, encore une fois, l'UMP a tout voté. L'UMP est responsable de la situation de la France aujourd'hui. L'UMP a voté tous les traités qui enferment le peuple français dans une situation d'esclavagisme, c'est-à-dire une situation où nous sommes sous tutelle. Nous ne pouvons plus décider de notre politique monétaire, notre politique économique, notre politique d'immigration, notre politique budgétaire. Moi, j'arrive chez vous et je vous dis, écoutez, ça n'est plus vous qui dirigez votre budget, c'est moi qui vais décider à votre place ce que vous dépensez, quand vous le dépensez, comment vous le dépensez, combien je vous autorise à mettre dans telle ou telle dépense. Vous me répondrez, ça s'appelle la tutelle. Oui, juridiquement, ça s'appelle la tutelle. Eh bien, encore une fois, s'ils ne veulent pas être un peuple sous tutelle, alors il faut retrouver leur liberté. Après, ils feront ce qu'ils veulent. Après, chacun peut être pour ou contre tel ou tel aspect de la politique. La vraie question aujourd'hui, c'est le peuple français peut-il encore disposer de lui-même? C'est ça qui se joue aujourd'hui. Or, l'UMP a trahi cela. Il a trahi en 2008 quand elle est allée à l'encontre de la volonté du peuple français qui avait dit non au référendum sur la Constitution en 2005 à 55%. Rien que cela, vous savez, je crois que cette forfaiture aurait dû, à mon avis, déjà ouvrir les yeux de beaucoup. Mais d'autant plus que ces décisions qui nuisaient à la liberté des Français ont aussi nui à leurs intérêts. Car la politique d'austérité, c'est imposée par l'Union européenne avec la complicité de nos dirigeants nationaux, et les uns et les autres. Bon, la concurrence internationale déloyale, même chose. La directive détachement des travailleurs qui met en place en France une véritable priorité étrangère. Clairement, puisque c'est parce que le travailleur est étranger qu'il bénéficie de charges qui sont inférieures aux travailleurs français et donc qu'il bénéficie d'une attractivité en termes d'embauche supérieure à un travailleur français. Donc ils ont mis en place une priorité étrangère. Et ça, l'UMP l'a voté aussi. De la même manière qu'il a voté le mandat de négociation pour le traité transatlantique, de la même manière qu'il a voté le CIPAC et le TUPAC, qui sont les règles qui ont encadré le budget qui nous ont mis sous tutelle, etc., etc., etc. Alors j'ai déjà dit pour l'abstention, j'ai dit la raison pour laquelle il ne fallait pas voter pour l'UMP. Encore une fois, choisir de voter pour le Front National et pour le Rassemblement Blé Marine, c'est se donner la possibilité demain de choisir autre chose. Voilà, vous voyez, même à la limite, même de pouvoir changer de vote. Voter, ne pas voter pour le Front National et le Rassemblement Bleu Marine, c'est prendre le risque demain que nous n'ayons plus rien à choisir. Alors je le répète, Marine Le Pen, je le répète aux auditeurs de Radio Courtoisie, le Parisien du 15 mai met en première page le titre suivant: Europe, l'Amérique veut imposer sa loi. Et excusez-moi, ça tombe bien que vous rappeliez cela, car je vais rappeler une autre phrase de l'appel de Cochin, c'est pas inutile. 1979. Une Europe fédérale ne manquerait pas d'être dominée par les intérêts américains. Eh oui. Voilà. Alors, l'article du Parisien commence par une phrase amusante. Ceux qui ont aimé le plombier polonais vont adorer le poulet à l'eau de Javel. Oui. Le plombier polonais, c'était la campagne électorale la campagne référendaire, de 2005 sur la Constitution européenne, qui était victorieuse. Et c'était d'ailleurs surtout Philippe de Villiers qui parlait des plombiers polonais à l'époque, je crois. Oui, je crois que tout le monde avait compris quel était le danger de cette mise en concurrence, de ce dumping social organisé au niveau de l'Union européenne, du fait que les Français allaient en être les premières victimes. Mais souvenons-nous quand même que l'UMP a quand même une responsabilité lourde, car après tout, Nicolas Sarkozy a été, vous l'avez rappelé, 5 ans ministre de l'Intérieur, 5 ans président de la République. Qu'ont-ils fait pour Schengen? Rien. Ils n'ont jamais limité, ne serait-ce qu'un temps soit peu, Schengen. Souvenez-vous qu'en 2008, tout en violant la volonté des Français qui refusaient le traité constitutionnel, Nicolas Sarkozy supprime de la Constitution le référendum obligatoire pour tout nouvel élargissement de l'Union européenne. C'était pour permettre l'entrée de la Turquie. Exactement. Contrairement à ce qu'il avait dit. Exactement. Turquie, dont il a ouvert 2 chapitres de négociation dans le cours de son mandat. Ils ont voté pour l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie, sachant pertinemment que le niveau économique de la Roumanie et de la Bulgarie, le niveau de protection sociale et le niveau salarial de la Roumanie et de la Bulgarie allaient en faire des concurrents redoutables sur le plan du marché du travail dans le cadre de l'ouverture totale des frontières aux travailleurs de l'Union européenne. Donc tout cela
cela était prévisible. Et j'ai envie de vous dire que l'appel de Cochin démontre qu'ils savaient. Et malgré le fait qu'ils savaient, ils ont embarqué leurs électeurs, souvent en leur mentant, souvent en leur promettant exactement l'inverse de ce qu'ils ont fait. Rappelons, Marine Le Pen, que l'appel de Cochin avait été lancé en 1979 par Jacques Chirac, et que Jacques Chirac s'est empressé de faire le contraire ensuite. Oui, mais peut-être parce que c'est pas lui qui l'avait rédigé. Non, bien sûr. Il l'a lu, mais il l'a peut-être pas compris. Vous écoutez Radio Courtoisie. Je pense qu'il l'a compris, mais qu'il a considéré que verba volante, que c'est les mots, comme disait Riqueuil, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Moi, j'essaie de me mettre à la place d'un électeur ou d'un adhérent d'ailleurs de l'UMP. Ce mouvement, il n'a plus rien à offrir à la France. Il est complètement pourri par des batailles internes, d'ego, des dénonciations. Il est pourri au sens strict du terme. Des dénonciations. Le président du Conseil général des Yvelines, qui était Pierre Bédier, qui a dû partir parce qu'il était condamné pour corruption, vient d'être réélu, alors qu'il est repris de justice, condamné pour corruption, il vient d'être réélu président du Conseil général, à l'unanimité des conseils généraux UMP. Moi, je crois que l'UMP ne peut plus offrir le visage d'une force politique cohérente sur le plan des choix idéologiques, cohérente sur le plan des hommes. Ils n'ont plus aucune des qualités qui sont nécessaires quand on veut être une force de recours pour la défense de l'intérêt des Français et de la France. Voilà. Maintenant, c'est aux électeurs et aux adhérents de donner le coup de grâce. Car sinon, ils continueront à essayer de se batailler pour des places et se servir de ce mouvement dans le cadre Marine de leur Le Pen, promotion personnelle. Je me mets dans la tête de l'électeur qui votait UMP, qui est tenté de voter pour Marine Le Pen et le Front National. L'objection qui vient à l'esprit, c'est de dire oui, mais certes, Marine Le Pen est une grande personnalité, mais est-ce que le Front National est suffisamment fort aujourd'hui pour être un parti de gouvernement, pour diriger la France? Écoutez, le Front National, il est fort de ses convictions. Nicolas B est là. Il est fort de ses certitudes, il est fort de son courage, il est fort du peuple. Parce qu'en fait, c'est ça la réalité. La réalité, c'est nous sommes forts du peuple, car nous défendons le peuple. Or, dans le peuple, il y a largement, croyez-moi, de quoi faire 10 000 gouvernements de bien meilleure qualité que ceux qui nous gouvernent maintenant depuis 20 ans. Il faut arrêter de considérer que les responsables politiques sont des professionnels, des experts, qui en savent plus qu'eux. On a vu qu'ils n'avaient aucun bon sens. Ils font tout et n'importe quoi. Ils n'ont pour la plupart aucune morale. Donc croyez-moi, le peuple doit puiser en lui-même et trouver en lui-même les moyens de son redressement. Moi, j'ai tout à fait confiance dans le peuple français, mais j'aimerais que le peuple français se fasse confiance aussi et arrête de considérer que son avenir doit être mis entre les mains de gens qui l'ont trahi à de multiples reprises, qui lui ont menti à de multiples reprises. C'est aussi au peuple français de relever son niveau d'exigence à l'égard de la classe politique. Je croyais, Marine Le Pen, que vous alliez répondre en disant, écoutez, pour ce qui est de l'incompétence, quand on a vu l'incompétence de François Hollande et avant lui Nicolas Sarkozy, franchement, ces gens-là n'ont pas de leçon à nous donner. Mais vous avez préféré une explication c'est exactement ce que j'ai dit d'ailleurs. C'est exactement d'ailleurs ce que j'ai dit à Jean-François Copé hier. Mais ces gens n'ont pas de leçon à nous donner. Tellement plein de morgue qu'ils n'admettent même pas d'assumer les conséquences des politiques qui ont été menées par eux et qui, encore une fois, ont fait, font et vont faire souffrir les Français si les Français ne se révoltent pas. Dans les urnes, c'est à ça que je les appelle, moi, une révolution pacifique, une révolution démocratique. Nicolas Bay, vous êtes vous-même non seulement candidat sur la liste... dont la tête de liste est Marine Le Pen aux élections européennes du dimanche 25 mai, mais aussi vous êtes élu conseiller municipal en Seine-Maritime. Dans quelle commune ? À Elbeuf. À Elbeuf. Et donc vous menez une action sur le terrain. Qu'est-ce que vous dites aux électeurs que vous rencontrez, aux citoyens français, pour les convaincre de la valeur de votre cause ?
Je crois que je leur dis ce que font tous les élus militants du Front National partout en France, et ils sont aujourd'hui très nombreux. Nous essayons de convaincre les Français de l'importance d'aller voter le 25 mai, à montrer qu'il y a un espoir. Aujourd'hui, on le voit dans notre pays, il y a une espèce de révolte un peu sourde qui gronde, et le rôle du Front National, la mission du Front National, c'est de transformer cela en espoir, leur montrer que il n'y a pas de fatalité, que finalement tous les problèmes que connaît la France aujourd'hui, que connaît le peuple français, résultent de choix politiques délibérés et néfastes qui ont été faits par l'UMP, par le PS, alternativement au cours des 30 dernières années, et qu'en réalité, il y a une autre voie qui est possible. Et pour répondre un court instant sur la compétence que vous évoquez, bien sûr, il y a la compétence technique, et aujourd'hui, le Front National rassemble autour de lui... Je me placer dans la tête de l'électeur qui hésite entre l'UMP, pour lequel il votait jusqu'à présent, et le Front National, pour lequel il a envie de voter, mais il se dit, mais est-ce que c'est bien raisonnable ? Voilà. Est-ce qu'ils sont assez compétents pour demain gouverner la France ? Non, mais je crois qu'aujourd'hui, le Front National rassemble autour de Marine Le Pen des personnes de grandes compétences, de grandes valeurs, des techniciens dans des domaines extrêmement importants. Et puis, au-delà de cela, au-delà de l'aspect technique de la compétence, ce qu'on demande à des responsables politiques, c'est d'avoir une vision supérieure, d'être capable d'anticiper, d'être capable de prévoir. Gouverner, c'est prévoir, dit l'adage. Et de ce point de vue-là, quand on voit la classe politique installée, UMP, PS, ils n'ont rien anticipé, ils n'ont rien prévu, jamais au cours des 30 dernières années, alors que les dirigeants du Front National, Jean-Marie Le Pen autrefois, Marine Le Pen aujourd'hui, ont su anticiper, ont su alerter l'opinion sur l'immigration il y a quelques décennies, sur l'euro il y a quelques années. Et à l'époque, d'ailleurs, le troupeau bêlant expliquait que ce qu'ils disaient était faux, et essayait de les diaboliser, de les insulter. Et quelques années plus tard, on s'en rend compte à chaque fois, ils avaient raison. Et c'est ce qui fait sans doute la crédibilité et la compétence au sens le plus essentiel du terme. Oui, mais je voudrais insister sur l'importance qui s'attache à mes yeux, et au vôtre encore plus sans doute, sur la perspective de voir le Front National arriver en tête le 25 mai. C'est que, justement, il y aura un effet d'entraînement qui a déjà commencé, qui continuera. C'est-à-dire que si vous êtes en tête, Marine Le Pen, eh bien, les talents afflueront, le succès va au succès. Ce n'est pas seulement du cynisme ou de l'arrivisme, c'est le fait que, si on voit qu'un grand mouvement arrive et que la France commence à voir au bout de l'horizon une lueur, eh bien, peut-être que, même pas peut-être, certainement, Bien sûr, il y aura une véritable mobilisation qui ira bien au-delà de ce que vous avez vu jusqu'à présent. Vous avez raison. Et puis, on voit bien que la montée en puissance du Front National débloque beaucoup de choses, y compris à l'international. Les mouvements avec lesquels nous sommes sur le point de créer des groupes, tous n'étaient pas des compagnons de route anciens. Je veux dire, certains ont changé d'avis sur le Front National parce qu'ils se sont rendus compte que le Front National était véritablement un mouvement de gouvernement, qu'il n'était plus un parti qui était contestataire ou minoritaire, qu'il avait vocation à être majoritaire dans les années qui viennent. Or, croyez-moi, le Front National est pris avec beaucoup de sérieux à l'international, regardé avec beaucoup de sérieux à l'international, et ça, c'est la démonstration que nous sommes un parti qui est sur le point de gouverner. Vous savez, je l'ai dit, alors je prends parfois des risques, mais je dis toujours ce que je pense. Je veux dire, je ne suis pas là pour faire de la com, je ne suis pas là pour survendre ou pour sous-vendre, si vous voulez, un espoir. J'essaye d'avoir la vision juste et d'exprimer celle que je ressens. Je pense que nous serons au pouvoir dans les 10 prochaines années. Pas dans 10 ans. Je prie dans le ciel les 10 prochaines vous ayez années. Raison. Et je touche du je bois. le crois, car je sens cette prise de conscience, je sens dans la population française cette prise de conscience. Ce qu'il va nous falloir faire dans les mois qui viennent, c'est redonner aux Français confiance en eux-mêmes, qu'ils arrêtent de penser qu'ils sont petits, qu'ils sont faibles, qu'ils n'y arriveront pas, que la mondialisation va les écraser, qu'ils ne sont plus un grand pays. Tout cela est faux. Voilà. Les Français sont un grand peuple dirigé par des nains politiques. Voilà. Donc, vous ne faites pas allusion à la dimension verticale de M. Sarkozy, j'espère. Non, mais qu'il ne croit pas. Vous direz, François Hollande n'est pas beaucoup plus grand que Sarkozy. Ah, ouais, il a moins de talonnettes. Qu'ils arrêtent de croire
que ce que leur disent leurs élites, qui ne cessent de les culpabiliser, de les rapetisser. Ils valent bien mieux que ce qu'en pensent leurs élites. Alors j'aimerais que nous parlions un peu de monnaie, parce que l'euro, bizarrement, dans cette discussion sur les élections européennes, enfin dans cette intervention que vous faites, Marine Le Pen, devant les auditeurs de Radio Courtoisie, qui sont très heureux de vous entendre, nous n'avons pas encore parlé de l'euro. J'ai remarqué récemment dans la presse que M. Montebourg avait trouvé que l'euro était trop élevé, que le cours de l'euro était trop élevé, et qu'il a été tensé par les Allemands qui lui ont dit « Mais de quoi, vous n'avez rien à dire, l'euro c'est l'affaire de la Banque centrale ». La Banque centrale dirigée par un ancien de la Banque centrale européenne, dirigée par un ancien de la Banque Goldman Sachs. Alors que pensez-vous de ces échanges de propos à propos de l'euro ? Est-ce que nous avons un mot à dire sur le cours de l'euro ? Non, absolument pas. Non, en fait, mais est-ce que nous devrions avoir un mot à dire ? Non, mais nous ne pourrons pas. Ça n'est pas construit comme ça. C'est pour ça que nous voulons revenir à une monnaie nationale. Nous voulons avoir une monnaie nationale tout simplement parce que nous savons pertinemment que nous n'avons pas notre mot à dire sur l'euro. Ça a été conçu pour que nous n'ayons pas notre mot à dire. L'euro, il a été construit, décidé par l'Allemagne pour l'Allemagne. Il est au niveau du mark. Il n'est pas au niveau d'une monnaie française. Il est donc beaucoup trop surévalué pour l'économie et est en train de nous asphyxier. Permettez-moi, Marine Le Pen, puisque nous avons cité tout à l'heure Philippe de Villiers, qui n'est pas candidat cette fois-ci, et qui a appelé à voter pour Aymeric Choprade, le candidat du Front National dans l'Île-de-France, enfin dans la région Île-de-France, pour les élections européennes du 25 mai, qu'il avait fait un livre en 2002, je crois, qui s'appelait « Vous avez aimé les farines animales, vous adorerez l'euro ». Et dans ce livre, il y a un chapitre consacré à l'exemple de la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie en 1993, formée donc de la Tchéquie indépendante et de la Slovaquie, a mis fin à la monnaie unique qui était la couronne tchécoslovaque en une semaine. Bien sûr. Et ce chapitre démontre que autant il est compliqué de créer une monnaie unique, autant il est extrêmement simple d'en sortir. Ce n'est pas le seul exemple historique, il y a beaucoup d'exemples historiques, mais celui-là est parfaitement simple. Évidemment, on convertit la monnaie ancienne à la monnaie nouvelle au taux de 1 pour 1. Exactement. Les gens ne s'en aperçoivent pas. Exactement. C'est très simple. Une semaine pour sortir de la monnaie unique mais c'est ça tchécoslovaque. qu'il faut expliquer aux Français. Il ne s'agit pas de revenir au On leur franc. fait peur alors qu'il ne faudrait pas avoir peur. Oui, mais il ne s'agit pas de revenir au franc. Il ne s'agit pas de revenir à l'ancien franc. 1 pour 1. Il s'agit de créer une nouvelle monnaie, vous l'appelez comme vous voulez d'ailleurs, le sesterce, je ne sais pas, le gaulois, enfin bon, ce que vous voulez, et vous faites 1 euro égale une unité de la nouvelle monnaie. Personne ne verra la différence. Votre baguette valait 1 euro, elle vaudra l'écu peut-être, non non, parce que l'écu, ça a été la monnaie commune. Mais personne ne le sait, ça, franchement. Tout le monde, on sait. Il n'y a que les Européens qui le savent, enfin les députés européens. Et donc, en réalité, cet euro est quasiment maintenant une religion. Hein. C'est une religion. Ils en parlent, la classe politique en parle avec des termes religieux. Hein. L'euro, c'est pour l'éternité. C'est un véritable dogme. Et donc, si vous contestez le dogme, vous êtes blasphème. En fait. Monsieur Bébéard, le chef d'entreprise bien connu, qui est le patron des patrons en quelque sorte, officieusement, vient de faire un bel article où il explique que l'euro est une chance extraordinaire pour l'Europe, que ça va apporter beaucoup de bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Et si vous tournez le dos au dieu euro, alors c'est l'apocalypse, selon saint Barroso, qui s'abattra sur vous. Parce que c'est ça ce qu'ils expliquent. Ce sera l'apocalypse. Évidemment, ce ne sera pas l'apocalypse. Voilà. D'abord parce qu'une partie des pays européens n'est pas dans l'euro, et notamment... ils s'en portent beaucoup mieux. Hein. Les pays qui ne sont ni dans l'Union européenne ni dans l'euro, qui sont les plus riches du monde, sont la Norvège et la Suisse. Bien sûr, bien sûr. Et la Grande-Bretagne, qui a pris de plein fouet la crise de 2008, parce qu'une grande partie de son économie est structurée sur de la finance, eh bien, est en train de s'en sortir bien mieux que nous. Elle a retrouvé la voie de la croissance, parce qu'elle a une banque nationale, parce qu'elle est en train de monétiser la dette, ce que je réclame de faire le jour où nous aurons retrouvé notre indépendance monétaire, parce qu'elle a dévalué de 25% pour relancer son économie. Donc on voit très bien, on sait très bien, l'histoire nous l'a appris, que nous nous en sortirons évidemment beaucoup mieux avec une monnaie nationale. Donc arrêtez de croire aux discours qui visent à vous faire peur, à vous laisser penser que l'euro est une fatalité. L'euro est une expérience. C'est une expérience qui a maintenant 12 ans, qui a été une erreur. Voilà, c'est une expérience ratée. Quand on fait une expérience ratée, on arrête
l'expérience. Et croyez-moi, ce sera beaucoup plus simple que ce que l'on veut bien vous dire. Ça n'aura pas l'influence qu'on vous raconte sur la dette, puisque seul 3% de la dette est libellée sur en contrat de droit étranger, 97% est en droit français. Donc la lex monetae qui fait qu'on rembourse la dette dans la nouvelle monnaie en cours dans le pays s'appliquera. Donc il n'y a pas de problème majeur. Il y a en revanche beaucoup d'avantages. Et ça, on oublie de le dire. Il y a 4 à 6% par an de croissance économique les 4 premières années qui suivront la dévaluation, puis un rythme annuel probablement de 2%, d'après les études qui ont été faites, une très faible donc augmentation structurelle de la dette, un assainissement des finances publiques, parce que sous l'effet du rebond de la croissance économique, il y a des calculs de Jacques Sapir qui n'ont d'ailleurs jamais été contestés par des experts. Il dit ça va être horrible, ça va être atroce, mais jamais il nous le prouve avec des études. Or, vous parlez de l'économiste Jacques Sapir. De Jacques Sapir établissent qu'un retour à l'équilibre budgétaire dès le début de la 4e année et une baisse rapide et progressive de l'endettement public qui redescendrait autour de 55% du PIB au cours de la 6e année. Voilà, ça n'est pas la seule chose que l'on doit faire pour sortir notre pays des difficultés, mais sans elle, on ne pourra pas sortir notre pays des difficultés économiques terribles qu'il est en train de vivre. Et Marine Le Pen, vous dites que c'est une erreur. Je me rappelle très bien, et vous vous rappelez aussi très bien, les discussions qui ont eu lieu à l'époque. Les économistes sérieux qui n'étaient pas des européistes fanatiques savaient très bien que ce serait une mauvaise chose. Ils savaient très bien que la théorie économique, l'analyse économique bien comprise, condamnait l'euro. Bien sûr. Et Maurice Allais en premier lieu. Maurice Allais en premier lieu, le prix Nobel de sciences économiques. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils voulaient cette étape pour passer aux États-Unis d'Europe. C'était un moyen de forcer la fédéralisation totale de l'Union européenne. Vous avez parfaitement raison. C'était un moyen de dire. C'était pas une erreur. C'était pas une erreur. C'était un moyen de dire à chaque étape ça marche pas, il faut donc plus d'intégration politique. Ça marche pas, donc il faut plus de transfert de souveraineté. Ça marche pas, donc il faut plus. Donc ça a été un outil pour forcer les peuples à admettre l'abandon de souveraineté qu'ils n'auraient pas accepté si on leur avait demandé, par exemple, par l'intermédiaire d'un référendum. On a fait ça selon la technique de la grenouille mise dans la casserole d'eau chaude, vous voyez. La grenouille ébouillantée. Voilà, exactement. Vous la mettez dans l'eau froide et puis la température monte, elle s'en rend pas compte et puis à un moment donné, elle a bouilli. Bon, mais elle s'est pas rendue compte qu'elle allait bouillir. Et voilà, et c'est la méthode du voleur chinois, si vous voulez. Hein, on vous transfère votre liberté. C'est la méthode Jean Monnet. Petit à petit, en vous disant que ça n'a strictement rien à voir, que vous restez un peuple libre, qui a la capacité de s'autodéterminer. Et puis le jour où vous vous réveillez, il est trop tard. Alors Marine Le Pen, est-ce que vous avez un dernier message à donner aux auditeurs de Radio Courtoisie pour les inviter à ne pas oublier d'aller voter et de faire voter autour d'eux le dimanche 25 mai pour les élections européennes? Et en leur rappelant qu'il n'y a qu'un tour. Donc ils ne disent sûr, pas, tiens, j'irai voter au 2e tour. Hein. Là, c'est élémentaire, mais il faut le rappeler. Oui. Bon, c'est une élection à la proportionnelle à un seul tour. Je n'ai qu'un seul message à leur donner. Quand on est patriote, voter n'est pas un droit, c'est un devoir. Merci Marine Le Pen. Eh bien, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, nous sommes maintenant en direct et je reçois Aymeric Choprade. La continuité de l'émission est assurée puisqu'Aymeric Choprade représente Marine Le Pen, en Ile-de-France. Aymeric Choprade, vous êtes la tête de liste du Front National Rassemblement Bleu Marine en Ile-de-France et vous menez campagne avec ardeur. Hier, dimanche 18 juin, vous avez fait... Dimanche 18 mai, pardon. Vous avez fait une grande réunion publique à Paris, qui était, je crois, un grand succès, dont j'ai vu le compte-rendu dans la presse. Alors, je vous interroge sur... la situation présente de cette campagne mouvante pour les élections européennes du dimanche 25 mai. Le Monde d'aujourd'hui, daté du lendemain comme d'habitude, 20 mai 2014, titre avec tristesse, le projet européen n'est plus majoritaire en France. Selon un sondage, il n'y a plus que 39% des Français pour trouver que l'Union européenne est une bonne chose. J'imagine que vous ne faites pas partie de ces 39%, Aymeric Choprade. Certainement pas. Et d'autre part, le sondage des intentions de vote, publié dans ce même numéro du Monde,
met à nouveau le Front National en tête, ce qui a été le cas de la majorité des sondages depuis quelques semaines. Le Front National, dans ce sondage, est à 24%, sondage Ipsos, et devant l'UMP à 22% et le PS à 17%. Alors, il semble que le Front National ait du vent dans les voiles. Est-ce que votre impression de campagne concorde avec ces sondages, Aymeric Choprade ? C'est parfaitement ce que je sens sur le terrain. Il y a une dynamique très forte en faveur du Front National. Et pour une raison simple, logique, implacable, le bilan de cette Union européenne et le bilan de l'UMP et du PS, qui est un bilan, hélas, implacable pour notre pays. Les Français en voient tous les jours les conséquences. Alors ce bilan, nos adversaires cherchent à le fuir, évidemment, et donc ils nous proposent tous, sans exception, une autre Europe. Pourtant, ils ont validé ce processus de transfert de souveraineté massif pendant des décennies et qui s'est accéléré avec la création de l'euro en particulier, mais pas seulement. Ils ont validé tous ces processus à travers les différents traités, mais ils n'en assument pas du tout la responsabilité. Ils ne reconnaissent pas leur enfant. Et c'est ça qui est frappant, et qui était frappant d'ailleurs au moment de ce débat entre les candidats, les postulants au poste de président de la Commission européenne que nous avons eu récemment. On voyait 5 candidats qui proposaient tous un autre projet pour l'Europe, une autre Europe, comme si l'Union européenne qu'ils avaient voulu n'existait pas. Le Front National est fort parce qu'il dit des choses justes depuis des années, des choses que les Français n'ont pas vues, n'ont pas compris tout de suite, à l'époque de Jean-Marie Le Pen, et qui a pourtant été prémonitoire sur l'immigration, sur la perte d'identité, sur la perte de civilisation de notre pays. Et les Français aujourd'hui mesurent les effets, les conséquences de notre perte de souveraineté, du fait que nous ne contrôlons plus notre destin, que nous ne contrôlons plus notre histoire. Voilà, donc c'est tout à fait logique qu'aujourd'hui, avec les résultats économiques que nous connaissons, avec le problème de l'immigration et de la perte d'identité, qu'une partie croissante des Français se reconnaissent maintenant dans le projet du Front National. J'aurais tendance, Aymeric Choprade, à inverser le jugement du monde qui se désole que seulement 39% des Français, selon son sondage, aient une opinion positive sur l'Union européenne. Mais comment y en a-t-il encore autant ? C'est vrai. Car j'aimerais qu'on m'explique ce que l'Union européenne, depuis sa création, a apporté de plus à la France par rapport aux autres pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. J'ai déjà dit plusieurs fois, je l'ai dit tout à l'heure avec Marine Le Pen dans l'émission préenregistrée, que les 2 pays les plus riches d'Europe, qui sont aussi les pays les plus riches du monde, en dehors du petit Luxembourg qui ne compte pas parce qu'il est tout petit, c'est la Suisse et la Norvège, qui ont un point commun, c'est que ni l'une ni l'autre ne sont dans l'Union européenne. Et de plus, dans l'Union européenne, tous les pays ne sont pas dans la zone euro, et les pays qui ne sont pas dans la zone euro se portent en général plutôt mieux que ceux qui sont dans la zone euro. Alors, pourquoi y a-t-il cette cécité des électeurs ? Et encore, je le répète, 39%, c'est énorme, qui croient que l'Union européenne apporte quelque chose. Qu'est-ce qu'elle apporte sinon ? Des réglementations inutiles ou coûteuses, une tutelle tatillonne, et puis bien sûr tout ce qui résulte politiquement de la perte de souveraineté, Aymeric Choprade. Vous savez, c'est le poids de l'idéologie qui est très fort encore. Il y a beaucoup de gens qui vous diront, puisque le communisme ne marche pas, c'est que nous ne sommes pas allés encore assez loin dans le communisme. C'était ce que disaient un certain nombre de communistes à l'époque de l'Union soviétique. Mais c'est exactement pareil pour l'Union européenne. Puisque l'Union européenne ne fonctionne pas encore, c'est que nous ne sommes pas encore allés assez loin, disent-ils, dans le transfert de souveraineté et dans cette idéologie européiste. Eh bien, il y a un principe de réalité, et ce principe de réalité est en train de s'imposer, cette évidence de l'échec, car ils ont eu le temps de tester leur projet, de le mettre à l'épreuve de la réalité. L'euro existe depuis 12 ans, et le processus de transfert de la souveraineté, il est engagé depuis longtemps. Et puis, il y a aussi le fait que les Français, je crois, se rendent compte qu'au bout de ce processus de transfert de souveraineté, il n'y a pas de souveraineté européenne. Or, on leur a promis
se substituant aux souverainetés nationales, une souveraineté européenne. Il n'y a rien. Il y a le pouvoir de commissaires européens qui sont des technocrates et qui, manifestement, obéissent davantage aux intérêts d'oligarchies économiques mondialisées, essentiellement anglo-saxonnes ou d'autres origines. Ce qu'on appelle parfois la superclasse mondiale. Voilà, l'hyperclasse ou la superclasse mondiale. C'est le terme de Samuel Huntington. C'est un terme, je crois, fort juste, que j'ai moi-même côtoyé des gens qui appartiennent à cette classe dans mes activités de conseil international. Et j'ai été frappé par leur sentiment de classe, leur sentiment de supériorité, leur déracinement profond, à la fois mental et physique, par rapport à leur peuple d'origine, à leur identité, et pour eux, à la suprématie de la valeur argent sur tout le reste. Eh bien, ces gens-là, qui ne manquent pas d'ailleurs d'intelligence, de diplôme, etc., ont perdu totalement le sens de l'intérêt du bien commun des peuples. Et je crois qu'ils vont être sanctionnés massivement à l'échelle de l'Union européenne par les différents mouvements souverainistes et identitaires qui existent en Europe et qui sont en train de se développer. C'est ce double mouvement de l'identité et de la souveraineté, ce besoin de retour à l'identité et de retour à la souveraineté qui est en train d'inverser la mécanique infernale de l'Union européenne. Alors je voudrais dire aux auditeurs de Radio Courtoisie, et en particulier à ceux qui sont électeurs en Ile-de-France, qu'Aymeric Choprade, le candidat de Marine Le Pen, du Rassemblement Bleu Marine et du Front National aux élections européennes de dimanche prochain, le 25 mai, n'est pas n'importe qui. Alors bien entendu, les auditeurs de Radio Courtoisie, pour la plupart, vous connaissent déjà Aymeric Choprade, mais il y a toujours de nouveaux auditeurs, et puis il y a des gens qui, sans avoir la maladie d'Alzheimer, oublient rapidement ce qu'ils entendent. Donc Aymeric Choprade est donc un grand homme de la géopolitique. Est-ce qu'on peut dire de vous, pour la géopolitique, ce que Giscard d'Estaing disait de Raymond Barre, le meilleur économiste de France, je dirais le meilleur géopoliticien de France, Aymeric Choprade? Ah non, c'est pas à moi de le dire, ça. Je ne veux pas vexer Monsieur Tual, le professeur Tual. Je dois beaucoup à François Tual et je suis en grande partie un géopolitologue grâce à François Tual. Alors, les élections européennes, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, vous donnent l'occasion, je parle sous le contrôle d'Aymeric Choprade, par votre bulletin de vote, d'accomplir un acte géopolitique. Puisque la souveraineté, évidemment, est un élément essentiel de la géopolitique, et puis aussi parce qu'à travers l'Union européenne, ce vote vous permet de dire non à l'impérialisme américain. Alors j'aimerais que vous nous parliez de ce traité atlantique, alors qu'il y a plusieurs noms, qui aboutirait, s'il était mis en œuvre, il est en cours de négociation pour l'instant, à une terrible perte de souveraineté, puisque non seulement les pays européens, séparément ou ensemble, ne pourraient plus choisir leurs normes, les règles de sécurité, les règles d'hygiène, les règles d'écologie qu'ils veulent, mais de plus, ils seraient soumis, ces pays, à un arbitrage privé. Absolument. C'est hallucinant. C'est-à-dire que les entreprises américaines pourraient traîner la France devant des arbitres privés qui imposeraient à la France leur diktat. Alors que pensez-vous? J'ai un peu répondu pour vous d'une certaine manière, emporté par la flamme du sujet. Mais j'aimerais que, avec votre vision de géopolitologue, ou de géopolitologue, disons, vous nous donniez votre sentiment sur ces enjeux des relations entre l'Europe entre la France d'un côté, l'Europe aussi, et les États-Unis. Alors je crois qu'il faut comprendre la logique de ce traité transatlantique et l'insérer dans une vision plus large qui vient non pas de l'Union européenne mais des États-Unis. Les États-Unis sont en train d'organiser autour de leur nation qui est souveraine, des États-Unis d'Amérique, puissance souveraine, un ensemble de traités, un traité transpacifique en direction de leurs alliés du Pacifique face à la Chine, avec une dérégulation, une baisse des droits de douane, la même logique d'abaissement également des barrières dites non tarifaires, c'est-à-dire des réglementations, des normes. Et de l'autre côté,
du côté de la façade atlantique, eh bien, le traité transatlantique. C'est donc le produit de la volonté des États-Unis que ce traité transatlantique qui va être initié entre la Commission européenne et le gouvernement souverain des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a autour des États-Unis l'ALENA aussi, qui est un ensemble régional de dérégulation. Donc, ce que font les États-Unis, c'est qu'ils sont en train de constituer une sorte de vaste empire géopolitique et économique, centré sur leur puissance, qui est la première du monde, et au bénéfice, évidemment, de leurs intérêts. Quand Monsieur Lamassoure de l'UMP, qui défend bec et ongles ce traité, il faut le dire, et qui est en pointe avec les socialistes également. Lamassoure, c'est la tête de liste de l'UMP en Île-de-France. Absolument. Et pour les Français de l'étranger également, c'est, je dirais, l'un de mes principaux adversaires avec Madame Pervenche Pérez du Parti socialiste. Monsieur Lamassoure défend le traité transatlantique et il prétend que c'est une sorte de continuité de la construction européenne. Alors d'abord, premier point, où est l'Europe puissance dans tout ça ? On a quand même vendu, entre guillemets, le projet européen. Vous n'y croyez pas une seconde, j'espère. Moi, j'y crois pas, mais malheureusement, un certain nombre de nos auditeurs sincèrement européens pensent que, encore au bout de la construction européenne, nuance. Absolument, mais les européistes, je m'adresse à des gens qui pensent encore que au bout, voilà, de ce processus de transfert des souverainetés, il y aurait une souveraineté européenne et il y aurait une puissance européenne ou ce qu'on appelle une Europe puissance. Ça n'est évidemment plus du tout le cas. Et cette fois-ci, le masque tombe, puisque nous parlons aujourd'hui de bloc transatlantique centré sur les États-Unis et qui sera évidemment au bénéfice des États-Unis. Alors pourquoi sera-t-il au bénéfice des États-Unis ? Parce que d'une part, l'accélération de la baisse des droits de douane va favoriser une économie américaine souvent plus compétitive et capable de s'adapter plus rapidement dans un certain nombre de secteurs et qui n'a pas les mêmes non plus normes sociales ni environnementales. Ça, c'est le premier point. Oui, le deuxième point, c'est que c'est le dollar. Outil de dévaluation compétitive pour les Américains avec ce qu'on appelle je veux pas mettre une pièce dans le cochon, donc je mets des guillemets, le quantitative easing, traduisez, c'est l'assouplissement quantitatif. Voilà, l'assouplissement quantitatif. Qui consiste à faire marcher la planche à billets d'une manière illimitée. Avec des risques potentiels à long terme de crise économique encore plus graves que celle qu'on a connue. Mais ça, c'est une autre discussion. Absolument, mais c'est simplement la réalité que l'euro, la zone euro va affronter cette compétition elle l'affronte déjà, mais de manière beaucoup plus forte. Et puis, il y a les barrières non tarifaires, c'est-à-dire que nous allons avoir des appellations d'origine protégée aujourd'hui européennes qui seront supprimées à terme alors ça, avec c'est les extrêmement États-Unis. grave parce que pour acheter sa bouteille de vin, on est bien content d'avoir cette appellation d'origine contrôlée. Bien sûr. Qui résulte d'une réglementation peut-être un peu complexe, parfois discutable, rien n'est parfait, mais qui assure quand même je vais donner un exemple l'authenticité du cru. Un exemple précis, le champagne. Les Américains pourront mettre le label champagne sur quelque chose qui n'est pas du champagne. Oui. Utiliser le mot Bordeaux ou le mot château sur un certain nombre de vins qui n'en sont pas. Et il en sera de même pour d'autres produits de qualité de la production alimentaire française. Donc c'est extrêmement grave. Je fais une parenthèse parce que l'exemple que vous donnez montre le cynisme, l'hypocrisie, la partialité des Américains, car ils ont inventé, ou en tout cas ils ont énormément développé la propriété intellectuelle, et ils l'appliquent au brevet, ils voulaient même l'appliquer au génome humain, et ils l'imposent au monde entier pour leur plus grand profit. Et après tout, les appellations contrôlées sont une forme de propriété intellectuelle qu'ils veulent nous refuser pour l'intérêt de leurs producteurs. Absolument. Alors il y a aussi, vous l'avez fort justement dit, Henri de Lesquen, la question des tribunaux d'arbitrage privé qui font que des multinationales pourront attaquer l'État français, et il y a beaucoup d'autres dispositions. Je vous arrête parce que j'aimerais que nous terminions cette courte causerie avec vous, Aymeric Choprade, à propos des élections européennes de dimanche prochain, 25 mai 2014, par quelques remarques plus électorales. Pensez-vous que le vote Front National, surtout si le Front National est en tête, pourra susciter justement, pour être le grain de sable, le gros grain de sable dans la mécanique européiste, qui pourra peut-être même en particulier bloquer ce projet de traité transatlantique. Mais je pense que nous serons en tête
et que le fait d'être en tête va changer fortement la donne politique nationale et européenne. Et vraiment, j'invite tous les auditeurs à se mobiliser. Les auditeurs de Radio Courtoisie. Les auditeurs de Radio Courtoisie à se mobiliser, à voter utile, à ne pas disperser leur vote. Le programme idéal n'existe pas, mais aujourd'hui, il faut hiérarchiser les priorités. Je dis souvent, dans la langue française, il y a le verbe être, le verbe avoir. Nous sommes le seul parti à nous battre vraiment pour le verbe être, pour l'identité, pour ce que nous sommes, la civilisation française et la civilisation française dans la civilisation européenne. Le temps presse, le temps joue contre nous sur ce plan, et il est très important qu'aujourd'hui nous puissions renverser les dynamiques en cours, renverser ce qui est fait contre la France. Alors, j'ai un message d'une auditrice qui a écouté donc la partie précédente avec Marine Le Pen, qui était préenregistrée, et qui nous dit: bonsoir à tous, Marine Le Pen ce soir à Radio Courtoisie. Merci, merci, merci. Pardonnez ma familiarité, je vous embrasse, une fidèle auditrice. Alors, je ne sais pas qui elle embrasse, je suppose qu'elle embrasse Marine Le Pen. Eh ben, j'espère que vous embrasserez aussi Émeric Choprade, chère madame. Et un autre auditeur nous dit: j'ai convaincu 2 personnes de ma famille de voter Marine pour les européennes. Si tout le monde fait cela, nous triplerons les voix. Bah absolument, je crois qu'il faut que chacun d'entre nous mobilise autour de lui, parce qu'il y a un risque surtout d'abstention très fort. Contre l'abstention. Oui, absolument. L'abstention, la courbe de l'abstention qui suit exactement la courbe des transferts de souveraineté, historiquement. Plus nous avons transféré nos souverainetés, moins les Français ont voté, ce qui prouve bien que la seule véritable souveraineté, c'est la souveraineté nationale. Bien sûr. Donc, surtout, chers auditeurs de Radio Courtoisie, ne vous abstenez pas. Moi, je vous donne mon sentiment. N'hésitez pas un seul instant. Si vous êtes en région parisienne, votez pour Émeric Choprade. Si vous n'êtes pas en région parisienne, votez pour les listes du Front National, du Rassemblement Bleu Marine, que soutient Marine Le Pen, et que cordialement, Émeric Choprade soutient aussi avec sympathie, bien qu'il n'y soit pas. Et un auditeur nous dit: bravo, cher président de l'Esquin, d'avoir invité Madame Le Pen. Je lui souhaite un grand succès aux élections prochaines. Et croyez que dans de nombreuses familles, il n'y aura pas d'abstention. Et évidemment, nous voterons pour vous et pour monsieur Émeric Choprade. Et j'ajouterais juste une chose: j'ai obtenu le soutien personnel de Philippe de Villiers. Alors, ça c'est très intéressant. Et je crois que c'est important de Marine le dire. Le Pen l'a dit tout à l'heure. Elle a cité Philippe de Villiers, qui n'est pas candidat cette fois-ci aux élections européennes. Si bien que là, je dois dire qu'il n'y a plus, pour ceux qui sont à la fois contre l'immigration et contre la supranationalité européiste, vous êtes la seule liste, les listes du Front National, du Rassemblement Bleu Marine sont les seules qui défendent à la fois l'identité et la souveraineté. Absolument. Et il y a des gens qui défendent la souveraineté mais pas l'identité, et personne qui défend l'identité. Donc vous êtes en fait, au fond, les seuls qui répondent à ce cri de souffrance des Français. Et vous n'êtes pas comme l'autre candidat, celui de l'UMP, qu'on surnomme lama sourd au cri de souffrance des Français. C'est un beau surnom qui lui va bien. Merci Émeric Choprade. Et donc, merci beaucoup. Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, je vous invite à ne pas oublier les élections prochaines, le dimanche 25 mai 2014. Je crois que le sort de la France est en jeu, et personnellement, je vous dis de tout mon cœur que la France compte sur vous. Merci Émeric Choprade. Merci.